Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans les archives de la Commission européenne pour examiner un document qui, à sa sortie en novembre 2000, a fait l'effet d'une petite bombe. C'est un texte qui proposait en fait de changer radicalement la politique d'immigration en Europe. Notre mission, c'est de comprendre pourquoi, à l'aube du nouveau millénaire, l'Europe a soudainement ressenti ce besoin de tout remettre à plat, d'abandonner l'idée d'une immigration zéro, quels étaient les problèmes sur la table, et surtout, quelle vision est-ce qu'on proposait pour l'avenir? C'est vraiment un moment charnière. Ce n'est pas juste un rapport technique de plus, vous voyez. Le traité d'Amsterdam, signé quelques années plus tôt, venait de donner à l'Union de vraies compétences sur ces sujets. Ah oui, on changeait de dimension en quelque sorte. Exactement, on est passé d'un cadre où chaque pays pouvait tout bloquer à un cadre beaucoup plus intégré communautaire. Le sommet de Tampere, en 1999, a posé les grands principes. Et ce document, c'est la première tentative de transformer cette ambition politique en un plan d'action concret. Alors, allons-y. Le point de départ du document, c'est une phrase qui claque. Les politiques d'immigration zéro menées depuis 30 ans ne sont plus adaptées. C'est un constat d'échec, dit de manière très directe de la part de la Commission. Pourquoi un diagnostic aussi brutal? Parce que la Commission estime que l'Union fait face à trois pressions qui sont devenues insupportables. La première, c'est la bombe à retardement démographique. D'accord? Le texte est sans ambiguïté là-dessus, il alerte sur le déclin démographique et le vieillissement accéléré. Les projections d'Eurostat de l'époque sont citées, et elles sont frappantes. Donnez-nous les chiffres au tuer pour qu'on se rende compte. On prévoyait que la population en âge de travailler, les 20-64 ans, commencerait à diminuer en moins de 10 ans. Et pendant ce temps, la part des plus de 65 ans allait, elle, exploser. On passait de 15,4% en 1995 à une projection de 22,4% en 2025. Ah oui, quand même. Et déjà à ce moment-là, la migration était devenue la seule source de croissance de la population dans l'Union. Attendez, ça veut dire qu'en 2000, la Commission disait noir sur blanc que sans immigration, la population active de l'Europe allait littéralement s'effondrer. C'est exactement ça. C'est un signal d'alarme structurel. Mais ce n'est pas tout. La deuxième pression, c'est l'économie. Et là, il y a un paradoxe fascinant. Malgré un chômage encore élevé dans beaucoup de pays, on voyait déjà des pénuries de main-d'œuvre. C'est le fameux décalage, quoi, entre les compétences disponibles et les besoins réels du marché du travail. Tout à fait. Et ça touchait tous les niveaux. Le document mentionne explicitement le secteur informatique, qui cherchait désespérément des profils très qualifiés, mais aussi des secteurs comme l'agriculture, le tourisme, le bâtiment, qui avaient besoin de main-d'œuvre, disons, moins qualifiée. L'idée, du coup, c'était de présenter une immigration contrôlée, non pas comme un fardeau, mais comme un levier pour la croissance. Donc une réalité démographique incontournable, des besoins économiques criants. Et la troisième pression, c'était celle du réel. Le fait que cette politique d'immigration zéro était devenue une illusion. Une fiction, pour reprendre les mots du document. La Commission avance un chiffre qui donne le vertige pour l'époque. Une estimation de 500 000 entrées illégales par an dans l'Union. 500 000 par an, c'est énorme. On n'est plus dans la gestion de cas isolés, là. C'est un système parallèle qui s'est installé. Oui, et les drames comme celui de Douvres en juillet 2000, c'était la face la plus terrible de cet échec. On se souvient de cette histoire, c'était effroyable. Absolument. La mort par asphyxie de 58 ressortissants chinois dans un camion a été un électrochoc. Ça a montré que cette politique du zéro n'empêchait pas les gens de venir. Au contraire, ça les poussait dans les bras des trafiquants, ça alimentait le travail au noir et une exploitation humaine terrible. Le choix, en fait, n'était plus entre immigration et pas d'immigration, mais entre une immigration subie, chaotique et une immigration gérée, proactive. Face à ce constat d'échec, j'imagine que le document mettait sur la table un plan d'action, radicalement différent. À quoi ça ressemblait? Ça ressemblait à une architecture complète, articulée autour de 4 grands piliers qui avaient été définis au sommet de Tampere. Le premier, et c'est très novateur pour l'époque, c'est l'idée d'un véritable partenariat avec les pays d'origine. Partenariat, c'est un mot qui peut vouloir tout et rien dire. Concrètement, ça allait plus loin que juste de l'aide au développement. Beaucoup plus loin. L'approche se voulait, pragmatique. D'un côté, il fallait trouver des solutions pour limiter la fuite des cerveaux, qui pouvaient affaiblir les pays de départ, mais de l'autre, et c'est ça la nouveauté, il fallait arrêter de voir la migration comme un aller simple, une rupture. Le document promet une vision de la migration comme une mobilité.
Il fallait créer un cadre légal qui permette aux immigrés de garder des liens, de circuler, d'investir chez eux. D'accord. Donc une relation plus fluide avec les pays de départ. Le deuxième pilier, c'est l'asile, c'est plus classique. Oui, un régime d'asile européen commun. C'est un volet à part, mais essentiel. L'objectif était d'harmoniser les règles pour qu'une demande d'asile soit traitée de la même façon, qu'on soit en Suède ou en Grèce. Toujours dans le respect absolu de la Convention de Genève, bien sûr. C'est la dimension humanitaire du plan. Et on en vient au troisième pilier, qui est au cœur du sujet, le traitement équitable et l'intégration des immigrés une fois arrivés. C'est un point absolument crucial, oui. Le texte martèle une idée forte. Il faut offrir aux ressortissants de pays tiers en séjour légal des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l'UE. Donner des droits quasi similaires, ce n'est pas juste de la générosité, c'est une façon d'éviter de créer des sociétés à deux vitesses. C'est précisément l'argument. C'est présenté comme une condition indispensable à la stabilité sociale. Et ça passe par des choses très concrètes, la lutte contre les discriminations et la reconnaissance du droit au regroupement familial qui est vu comme un facteur clé pour une intégration réussie et stable. D'accord. On a le partenariat, l'asile, une vision forte de l'intégration, mais tout ça, c'est la philosophie. Comment est-ce qu'on gérait concrètement le point le plus sensible, l'arrivée de travailleurs, sans que Bruxelles impose des quotas rigides à tout le monde? Et c'est là qu'on trouve l'idée la plus innovante. Le système proposé est basé sur la flexibilité et la coopération. Le maître mot, c'est la coordination, pas l'imposition. L'idée, c'est que les États membres restent souverains pour évaluer leurs propres besoins. Chaque année, ils devaient produire des rapports détaillés sur leur marché du travail. En disant, voilà où on a des pénuries, voilà combien de personnes il nous faudrait, ce genre de choses. Exactement. Voilà nos intentions pour l'année à venir. La Commission aurait ensuite fait la synthèse de tout ça pour permettre au Conseil de fixer des orientations communes, des grandes lignes. C'est un mécanisme de concertation, en fait. Une sorte de gouvernance partagée, plus que des ordres venus d'en haut. C'est ça. Et en parallèle, on prévoyait des directives cadres pour harmoniser les conditions d'admission, que ce soit pour un salarié, un indépendant ou un étudiant, pour avoir des règles du jeu claires partout. Et le document introduit aussi un concept que je trouve vraiment malin, celui de droit progressif. C'est une idée clé. L'objectif est de créer un parcours clair et prévisible. On commence par un permis de séjour et de travail temporaire, renouvelable. Après un certain nombre d'années de résidence légale, ce permis peut évoluer vers un statut plus permanent. Et enfin, au bout de 5 ans par exemple, on accède à un statut de résident de longue durée. Ah ouais, et ça change tout. Ce n'est pas un statut binaire dedans ou dehors, mais une véritable trajectoire d'intégration par le droit. Précisément, et ce statut final de résident de longue durée donnerait des droits quasi équivalents à ceux d'un citoyen de l'Union, y compris une certaine liberté de circulation et de travail dans les autres pays de l'UE. Ça crée une perspective, un horizon. On a beaucoup parlé de loi, de structure, mais le document ne s'arrête pas là. Il y a toute une philosophie sur l'intégration qui est, quand on la relit aujourd'hui, assez visionnaire. Elle l'est. L'intégration est vraiment la pierre angulaire de tout l'édifice. Si l'intégration rate, toute la politique est un échec. Et pour ça, le texte utilise une formule qui a fait date. L'intégration est un processus à double sens. Elle demande des efforts de la part de l'immigré, bien sûr, mais aussi de la part de la société d'accueil. Mais cette idée d'une société accueillante, qui doit aussi faire des efforts, n'était-ce pas un peu idéaliste, voire politiquement naïf en 2000? C'est une excellente question et le document en est conscient. Il ne dit pas que c'est facile, mais que c'est indispensable. Il lance un appel très fort aux responsables politiques de l'époque pour qu'ils s'engagent à promouvoir les avantages de la diversité et surtout à lutter activement contre le racisme et la xénophobie. Le message est clair, ce combat est un prérequis non négociable. Et au-delà des discours, on prévoyait des outils concrets pour fabriquer cette société accueillante? Oui, plusieurs pistes sont évoquées. La formation linguistique, bien sûr, c'est fondamental. Mais le document insiste beaucoup sur la garantie d'une égalité d'accès aux services publics, la santé, l'éducation, le logement, et sur l'application stricte du droit du travail. Lutter contre l'exploitation au travail est vu comme une mesure d'intégration en soi. Ça garantit la dignité. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne peut pas se décréter depuis Bruxelles. Comment le texte envisageait-il de faire vivre ce principe sur le terrain? En misant tout sur le niveau local. Le document souligne que c'est là que tout se joue.
dans les villes, les quartiers, les écoles. Il appelle à impliquer tous les acteurs de terrain, les mairies, les partenaires sociaux. Et aussi, c'est très important, les associations d'immigrés elles-mêmes. Elles doivent être des partenaires à part entière. Donc, l'intégration, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État central, mais de toute la société, au plus près des gens. C'est une vision très décentralisée, en fait. Absolument. Et cette vision va même jusqu'à esquisser une idée encore plus audacieuse, celle d'une citoyenneté civile pour les résidents de longue durée. L'idée serait de se baser sur la Charte des droits fondamentaux pour définir un socle commun de droits et d'obligations pour tous les résidents d'un pays, qu'ils en aient la nationalité ou non. Quand on prend du recul, ce document de 2000, c'est fascinant. C'est vraiment l'histoire d'un pari audacieux. Celui de dire que la meilleure façon de gérer l'immigration, ce n'est pas de construire des murs, mais d'ouvrir des portes de manière intelligente. C'est un pari sur le pragmatisme. Une tentative d'équilibrer les besoins très concrets du marché du travail avec des principes forts comme les droits humains. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point les débats qu'il a ouverts il y a plus de 20 ans sont toujours au cœur de notre actualité. Et ça nous ramène à une idée qui traverse tout le texte et qui est peut-être la plus provocatrice, que l'immigration légale est la meilleure arme contre l'immigration clandestine. C'est l'argument central. En créant des canaux légaux, clairs, accessibles, on casse le modèle économique des passeurs, on offre une alternative à des gens qui, autrement, risqueraient leur vie pour traverser les frontières et finiraient dans les filets de l'exploitation. Ce document historique nous renvoie donc directement à notre présent. Oui, il soulève la question essentielle. Dans quelle mesure ces canaux légaux pour la migration de travail, tels qu'envisagés dans ce texte, ont-ils réellement été mis en place à l'échelle européenne ? C'est toute la question. Ce document nous a donné une feuille de route il y a plus de 20 ans. Et la question qui reste en suspens, c'est de savoir pourquoi, collectivement, nous avons eu tant de mal à la suivre.